Je voudrais vous emmener en voyage au pays de mon enfance et de mon cœur, le Maroc. Dans la ville où j'ai grandi, la ville de Fès. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Fès au Maroc? Il y en a un là, super. Merci la culture. Non, alors, tout le monde ne connaît pas Fès. Fès, c'est une très belle ville, Fès. Fès avec de très beaux monuments et puis surtout des habitants très, très cultivés, très généreux, très raffinés. Fès qui d'ailleurs est jumelé avec Paris. Et oui, puisque Fès est la première ville étrangère où on a retrouvé un Vélib. On sait qu'on est en train d'arriver à Fès lorsque, au moment d'atterrir, le pilote nous dit « Nous allons atterrir, Inch'Allah ». C'est donc à Fès que j'ai rencontré un sportif pas comme les autres. Tu sais, moi, avant, jadis, même avant jadis, j'ai pratiqué le sport de haut niveau. Tellement j'étais rapide, on me surnommait El Zorro. El Zorro avec un Z comme oiseau. J'ai participé aux Jeux Olympiques panafricains du détroit de Gibraltar. C'est une compétition internationale organisée par un collectif d'anciens footballeurs qui s'appelle les Passeurs. On la devise, c'est pas l'essentiel, c'est de participer, mais l'essentiel, c'est d'obtenir les papiers. Moi, j'ai choisi la discipline réelle, le triathlon, qui, comme son nom l'indique, comporte 4 épreuves. D'abord, la première épreuve, la marche à pied avec obstacle. Le 10 000 km steeple. Enfin, 10 000 km, entre 2000 et 10 000 km, ça dépend chaque athlète où il habite. Hein. Botswana, Rwanda, Angola, Sierra Leone, Libye, enfin bref, tous les pays membres du G20. Merci d'applaudir, vraiment, ça me flatte. Et moi, j'adore les flatulences. Donc, le top départ est donné par un coup de feu ou un coup de machette, ça dépend, chaque pays fait comme il veut. Et donc, chaque athlète, il marche, il marche, il marche. Mais quand il arrive, elle ne fait pas comme ça, comme Usain Bolt. Non, il se cache dans les buissons. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est ça le sport, il faut savoir rester modeste. Et surtout, il faut savoir se préparer pour la deuxième épreuve des Jeux Olympiques, l'Aveyron. L'Aveyron, dans la mer Méditerranée, la nuit, par équipe de 50 et 100 barreurs. Parce que le passeur, après avoir touché les frais d'inscription, il s'est barré. Mais c'est pas grave, tout le monde y reste de bonne humeur. Même mon ami Mamadou, toujours il faisait la même blague. Toujours il disait « Ah là là, on est mal barré, hein !» Tout le monde est content, tout le monde y chante. Elle était un poté navire, elle était un poté navire, qu'elle n'avait jamais navigué, qu'elle n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Et hop là, 35 candidats en moins. Ah ouais, c'est ça le sport. Et il y en a, ils gagnent, il y en a, ils perdent. Comme diraient les chanteurs, là, Twingo. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mère, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Elle m'a chopé, elle m'a décoiffé, elle m'a fait boire la tasse, elle m'a cordialement invité à participer à la troisième épreuve des Jeux Olympiques, la natation. Le 3000 mètres nage libre. Moi, j'ai choisi le papillon. Il faut te marier, papillon couleur de neige. Il faut te marier pour pas rester sans papier. J'arrive à la frontière espagnole et là, pas de pause, pas de répit, pas de repos. La quatrième épreuve, le taekwondo.
contre des adversaires hyper bien équipés. Matraque, casque, pistolet et sponsorisé par Guéant Casino. Du coup, on a perdu en finale. Et on a dormi dans un gymnase. Entre sportifs de haut niveau. Et donc voilà comment nous partîmes 500 vers l'Eldorado. Et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3 en arrivant au port de Tanger. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Karim Duval. Bonjour Amanda. Salut Karim, ça va? Ça va, très bien. Alors, je crois, avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Donc, je vais te laisser regarder. Ouais. Qui c'est? Karim Duval, donc, première question. Karim Duval, es-tu ou non circoncis? Je pense que les gens rêvent de savoir. Ensuite, j'ai une autre question, et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt une obsession. Quelle heure est-il? Parce que tu vois, on ne vit pas aux mêmes heures. Évidemment, c'est le différé de la question. Donc, quelle heure est-il? J'aimerais beaucoup savoir ça, vraiment, si tu pouvais. Et une autre question que j'ai lue souvent dans les questionnaires et dont j'ai jamais trouvé la réponse, et peut-être que tu l'as. Si oui, lequel? Voilà, j'espère que tu répondras à mes questions avec tout le sérieux qu'on te connaît. Merci. Il n'est pas tout seul dans sa tête, ce monsieur. Alors je dirais, oui. Oui, je suis circoncis et j'en garde un grand souvenir. On pourrait faire l'émission sur ça, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas? Il est précisément 17h32. Et je dirais, si oui, lequel? Ce 17h32 de ce jour précis où j'ai été circoncis. On ne dirait pas que je suis circoncis comme ça. Non, c'est pas la première chose qu'on remarque chez toi. Mais enfin, bon, ça va, t'es bien installé, t'es content d'être là? Super. Alors, toi, Karim, t'es ce qu'on appelle une grosse tête. Maths P, Maths Sup, Centrale, auteur, comédien, humoriste. Mais alors moi, tu vois, le truc qui m'épate le plus chez toi, c'est quand même un père berbère, une mère chinoise. Et non, il faut que tu m'expliques ce métissage improbable dont tu es le fruit, parce que voilà. Ce qu'on appelle l'art expérimental, quelque part. Ça s'est fait un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle le destin, je sais pas. Ouais, c'est compliqué, mais il aurait fallu qu'on ait un paperboard peut-être pour que je puisse t'expliquer un petit peu tout le... En termes de géographie, tout le délire, en termes de géographie, ou une map monde, un truc. En fait, ma mère est chinoise, mais de Tahiti. Mais en fait, ça simplifie l'histoire, parce que puisque Tahiti est un territoire d'outre-mer, elle est venue faire ses études en France, et elle a rencontré mon papa, qui est moitié français et moitié berbère, et qui du coup est venu faire ses études en France aussi, à Montpellier. Et puis c'est marrant parce que mon papa était déguisé en femme et ma mère en homme quand ils se sont rencontrés. Karim, parle-moi de l'odeur de là où tu as grandi. L'odeur du mercredi après-midi, quand tu n'avais pas école l'après-midi, quand je rentrais, que ça sentait la friture. Je sais pas pourquoi ça sent la friture comme ça me rappelle ça. Comment on passe de Maths P à Centrale à humoriste? Parce que c'est quand même un grand écart, mais énorme. En fait, j'ai fait mon truc jusqu'au bout. Hein. Je suis allé au bout de la prépa, de la flagellation, machin. J'ai intégré Centrale, j'ai fait l'école comme tout le monde. J'ai été super sérieux. Puis j'ai même travaillé après, 6 ans et demi même. Travaillé sur la Côte d'Azur. Donc là, déjà, il y avait comme des envies d'école buissonnière un petit peu, déjà, et des envies de liberté. D'évasion. C'était des belles années, hein. Enfin, je regrette rien du tout. Hein. Et puis un beau jour, j'étais en Corée, je faisais plein de voyages en plus, donc c'était vraiment bien déjà. Et pendant le voyage, en fait, il y a un collègue à moi, assez haut placé dans la boîte, qui me dit, je fais des cours de one-man show. Je dis, oh, ça existe et tout. Il me dit, oh, ouais, tiens, je te file l'adresse. Et puis c'était en mai, ça m'a fait gamberger tout l'été. Et puis le 1er septembre, je frappe à la porte du cours. J'y vais, et puis en fait, c'était un cours de café-théâtre où chacun pouvait écrire un sketch. Et donc, au bout d'un mois, je dis, quand est-ce qu'on joue nos sketchs? Parce que moi, j'ai écrit un petit quelque chose, donc j'étais arrivé avec quelque chose. Et puis voilà, j'ai joué mes sketchs devant les 10 élèves qui étaient là.
Et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire rire en ayant écrit des choses, que c'était différent quand même, et puis qu'on avait des rires, pas tout le temps aussi, mais une sorte de challenge comme ça. Et puis voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, en parallèle de mon métier d'ingénieur. Et puis bon, après on a des signaux positifs, des festivals, des belles scènes, des beaux moments qu'on partage, des moments où on découvre le métier d'humoriste. Ça devient vite un métier en fait, parce qu'on peut pas faire on peut pas être humoriste juste à niveau amateur, sinon ça voudrait dire qu'on fait rire que nos amis. Mais il y a un moment où ils en ont marre T'as envie de passer à autre chose, de voir tout le temps les mêmes sketchs, donc il faut les partager avec le plus grand nombre. Le public, le grand public, j'espère un jour. Et donc voilà comment on devient humoriste petit à petit. Et puis bon, un petit brin de folie, c'est dans l'air du temps, hein, les gens qui plaquent tout, qui disent allez, je change de vie. J'en vis qu'une fois et tout. Donc je suis un petit peu dans cette mouvance. Dynamique, cette mouvance, voilà. Dans tes sketchs, tu utilises pas mal d'accents. Et est-ce que ça te vient de tes voyages, justement? Est-ce que ces accents sont nés de tes voyages? Ça vient des voyages et ça vient de mon entourage aussi. Parce que, en fait, j'allais dans d'autres pays, mais il y a d'autres pays qui venaient à nous, en fait. La maison, c'était un petit peu la maison du bon Dieu. Et donc, il y avait déjà le noyau familial qui est assez éclectique, on va dire. Et puis, en plus de ça, on aimait bien recevoir. Mon père étant prof d'anglais, il aimait bien... Dès qu'il y avait un touriste qui passait, je lui disais allez, viens à la maison, viens manger le couscous et tout. Et puis il passait. Ou, ma mère avait des amies vietnamiennes ou des choses comme ça. Et donc du coup, tout ce monde-là se retrouvait à la maison et j'entendais des sons, des accents. Et donc assez naturellement, j'en fais. Karim Duval qui fait un Marocain, ça donne quoi? Ça donne pas. En fait, j'ai pas vraiment besoin de forcer. Il suffit que je parle un peu comme des fois quand je parle avec les copains. Il suffit de forcer un petit peu le trait comme ça et voilà. C'est-à-dire que si un ami marocain qui appelle maintenant, je vais lui faire « Allô, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va super bien. » Et en fait, je fais pas d'effort. Il y a une limite, il y a une frontière, c'est Schengen, entre la France et le Maroc chez moi. Il n'y a pas de... Tu vois, et je me sens différent. Et Karim Duval qui fait un asiatique, ça donne quoi? C'est plus caricatural. Il y a beaucoup après différents types d'accents. Je peux parler comme ça. Bon, c'est plutôt vietnamien, bonjour, ça va. C'est assez caricatural. Et après, le chinois, c'est vite. Le mot très court, comme ça, avec les tons. Je parle de ça dans mon spectacle. Le ton, c'est tout plat, tout monter. Descendre, monter. Descendre. Tu vois, c'est assez saccadé. C'est la différence, la nuance. Et les gros yeux, c'est quoi? C'est africain? Non, ça c'est la lumière qui pique. C'est rien à voir. Le plus dur pour toi, c'est Central ou c'est de percer dans le milieu de l'humour? Percer dans le milieu de l'humour, beaucoup plus Central, c'était facile, je veux dire. Évidemment. Easy, finger in the nose. Non, mais j'ai envie de dire qu'il y a un facteur chance dans les deux. Enfin, j'imagine, je sais pas en fait. Mais en tout cas, pour Central, il y a un facteur chance, il y a un facteur travail, il y a un facteur chance, mais non, percer dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de gens au départ et très peu de place à l'arrivée. Je ne sais pas si le ratio est comparable à celui de Central, mais il y a quand même beaucoup plus de diplômés de Central chaque année que de stars de l'humour qui sortent. Mais bon, après percer pour moi, j'aimerais bien sûr, mais c'est pas la célébrité pour moi, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Enfin, sinon. Toi qui as des origines justement asiatiques. Et d'Afrique. Marocaine et française, ouais. Oui. Mais du coup, c'est vrai que le temps, on ne le gère pas du tout de la même manière dans ces pays. Donc, non, c'est-à-dire qu'au Maroc, c'est des fois, on te donne un rendez-vous, on te dit c'est entre 12h et 14h précises. Ou souvent, on dit on se donne rendez-vous à 3h marocaine. Et ça veut dire que tu as une forme de souplesse. Non, après, c'est un cliché quand même, bien sûr, on arrive à être à l'heure. Quand il le faut, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a une... Ouais, il est pas géré de la même manière. C'est plus sur la longueur, après. Je pense qu'on est happé... En fait, on est happé par l'activité, je trouve, en Occident, en France, là où je vis depuis maintenant 13 ans. Et on est happé par l'activité, par le fait de jamais s'ennuyer, en fait. On a l'impression de jamais s'ennuyer. Depuis que je suis en France, tu me dis, cite-moi un moment où tu t'es ennuyé depuis que tu as posé les pieds sur le sol français pour y vivre. Et je suis incapable d'en... Je serais incapable. Alors que quand je vais au Maroc, j'adore y retourner, mais je retrouve le plaisir de m'ennuyer, en fait. Moi, j'ai connu des débuts très difficiles en musique. Hein. Mes débuts, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens, j'étais en 6e. J'avais 16 ans. J'ai commencé par le solfège.
Bonjour. 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 Bonjour Guy. Je présente ma personne, c'est-à-dire moi-même. Je suis le professeur Adrian Leșlecu, que je viens de la Roumanie. Nous allons étudier le solfège ensemble pendant plus de 4 années. Chapitre 1, le silence. Définition du silence. Le silence, c'est un moment pendant lequel les musiciens n'émettent pas de son. Illustration. Nous allons étudier un morceau post-moderne que ça s'appelle 4 minutes 33. Alors pourquoi 4 minutes 33? C'est parce que c'est un morceau qui dure 4 minutes 33. Et dans ce morceau, il y a un silence qui dure 4 minutes 33. Les redoublants, taisez-vous, s'il vous plaît. À l'origine, ce morceau a été écrit pour le piano. Mais il existe également une adaptation pour grand orchestre, c'est une merveille. Imaginez 40 violons, 14 flûtes traversières, 5 trombones, 3 contrebasses et une harpe qui ne joue rien. Vous allez voir, c'est très intéressant sur le plan musicalité, rythmique, philosophique, même philosophique. Il y a un message dans ce morceau, un très beau message. Le silence est à la parole, ce que le cafard est à la psychanalyse. Oui, c'est très profond. C'est très butterfly. Alors, je vais vous laisser écouter le morceau. Ah pardon, j'ai oublié de mettre le volume. Moi, je vais aller fumer une cigarette. Et je reviens dans 4 minutes 34. Et pour ceux que ça intéresse, nous pourrons étudier l'album complet, que ça s'appelle 8h47. Alors, mon cher Karim, j'aimerais que vous me parliez d'une chose que vous n'avez jamais osé dire, pas même à vos amis les plus proches. Et là, je vais En le dire toute sincérité. devant des milliers de personnes, c'est ça. Je leur ai tout dit à tous, mais à certains, je leur dis des trucs et pas d'autres. Et du coup, je répartis l'information. Et je fais en sorte qu'ils ne se connaissent pas entre eux. C'est ça qu'il ne faut pas leur dire. On va passer du côté du catering. Tu as soif, tu veux boire quelque chose, manger un petit bonbon? Ouais, un dragibus noir. Formidable. Karim, t'as une devise? Le dirham. Le quoi? Le dirham, c'est l'avenir. Ah, le dirham. Non, j'ai pas de... Par ici, parce que là, on ne te voit pas, tu vois. Il faut qu'on voit ton joli visage, n'est-ce pas? Installe-toi. Une devise. Ouais. Ah. Pareil, je pense ne pas vraiment en avoir parce que je pense qu'il faut être positif. Je suis quelqu'un de positif et je trouve que... Je sais pas si c'est une devise, je pense que personne ne l'a dit, mais... Soyez positif, ça devrait être une devise en tout cas. Alors, en règle générale, dans les émissions, on vous demande toujours de donner un mot de fin. Chez nous, on a un petit rituel, on trouve ça vachement plus sympa. On a le pas de danse de fin, dis donc. Donc, oui, tu vas te lever, tu vas bouger tes petites mimines et tes petites gambettes sur le gros point rouge qu'il y a là, tu vois. Et donc, on va évidemment lancer, c'est la musique de ton spectacle, je crois. Ah ouais, d'accord. Évidemment cher à ton cœur. Et tu vas me faire un petit pas de danse sympathique. D'une fin de sketch, ouais. Voilà. Ah, ça me rappelle, si je vais faire la danse de quand j'étais à Pékin. Ouais. Ils dansaient comme ça, les
La pire des galères hivernales, messieurs, dames. Mettre une couette dans une housse de couette. On est d'accord? C'est galère, ce truc. Mais je sais que dans la salle, il y a des petits malins qui disent « Oui, c'est galère, mais j'ai une technique. » Hein, c'est vrai, ça, en général, tu parles de la couette, t'es là, ouais, mais comment tu fais? C'est galère, ce truc, moi, j'y arrive pas. La dernière fois, j'ai failli mourir et tout. Et là, il y en a toujours un qui est les boules qui fait « Ouais, moi, j'ai une technique. Tu vas voir, c'est imparable, ça marche à tous les coups. Je prends la housse de couette, je l'étale bien à plat sur le lit, je prends la couette par les coins, je rentre dans la housse avec la couette, et je cherche les coins. Ah, il y a du vécu, là, hein? Alors, analyse de la situation, messieurs, dames. D'abord, la couette. Hein, la couette basique, la couette de place, la couette brute, simple, blanche. Avec quelques taches jaunes, bon. La couette qu'il va falloir attraper par les coins, mais tu sais pas quel coin. Parce que l'œil de l'être humain n'est pas capable de distinguer la longueur de la couette de la largeur de la couette. Ah oui, la couette n'est ni un carré, ni un rectangle. C'est ce qu'on appelle un cartangle. Une sorte d'amande à lire de la forme géométrique, on sait pas ce que c'est. Et le pire, c'est que quand tu as réussi à choper la couette par les coins, il faut immédiatement la relâcher pour aller ouvrir la housse de couette, qui généralement ne fait pas les mêmes dimensions que la couette, et dans laquelle tu retrouves une chaussette roulée en boule, ou alors mieux, une lingette décolor stop. Vous savez, les petites lingettes qui absorbent les couleurs, là, dont Mimi Mati fait la pub à la télé. D'ailleurs, en cherchant bien dans la housse... La housse de couette et son ouverture, avec la petite languette qui sert à rien. L'ouverture de 30 cm de large pour une couette qui en fait 180. Et après, il y en a qui viennent me dire qu'ils arrivent à rentrer là-dedans, avec une couette dans les mains, en apnée, dans le noir, pour aller encastrer les coins. Non, moi, je pense que les gens se rabattent toujours sur la deuxième technique. La technique que m'a enseignée mon ami Laurent, que je surnomme d'ailleurs depuis Laurent de la housse. Je suis d'accord, on a touché le fond, là. La technique de ceux qui disent « Écoute, pour moi, c'est super simple. Je retourne la housse de couette sur l'envers, je passe la main dans les coins, j'attrape la couette par les coins et j'agite. » Sauf que là, tout le problème réside dans le « et j'agite ». Parce que généralement, t'es pas assez grand pour agiter. T'as beau lever les bras au ciel, tu peux pas agiter. Sinon, tu casses un bibelot. Du coup, les gens trop petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le lit. Il y en a un ici. Hein. Ils montent sur le lit en chaussettes. Votre banquier, la journée, il est là. Oui, le taux d'intérêt, l'inflation, le prêt sur 25 ans. Le soir, faut pas croire, il est comme un con en chaussettes sur son lit. Il agite sa couette. Hein. Bon, Mimi Mati, elle est sur le toit. Hein, Elle agite sa couette ou sa tête d'oreiller, je sais pas. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. C'est beaucoup plus simple quand on est deux. C'est faux. C'est sujet à dispute, ce truc. Moi, je connais des couples qui ont failli divorcer à cause de la couette. Pourquoi? Parce que au moment d'agiter, il y en a toujours un qui agite plus fort que l'autre. Ce qui fait que l'autre, il lâche. Famille recomposée. Et là encore, je suis sympa, je vous parle de la couette en ouate. Vous savez, la ouate, cette petite matière blanche, légère, fibreuse. Hein. Parce que j'aurais très bien pu vous parler de la couette en plume-doigt. Que quand tu l'agites, il y a toutes tes plumes qui se barrent en bas. Tu te retrouves avec une boule de plumes d'un côté, un drap de l'autre. Hiver, été. C'est pour ça que je dis, ben moi, de toutes les matières, c'est la ouate que je préfère. Et oui. Alors, messieurs, dames, voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner pour cette histoire de couette. Tout ce que je peux faire, c'est vous suggérer un proverbe japonais.
Un proverbe japonais qui dit... Taka cogité.